Ils sont surveillés, photographiés, suivis, que ce soit en ligne ou lors de manifestations. Combien sont-ils, étudiants chinois ou hongkongais, être ainsi inquiétés par la police chinoise alors qu'ils étudient à l'étranger? On en parle avec notre invité Jean-Claude Samouillet. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes président d'Amnesty International France, Amnesty ONG de défense des droits humains, qui s'intéresse cette fois dans un rapport au harcèlement dont font l'objet ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, universitaires bien souvent, mais pas uniquement. Pourquoi sont-ils ainsi exposés à plusieurs sortes de choses, que ce soit l'intimidation, le harcèlement, la surveillance policière, alors qu'ils ne sont pas en Chine? Oui, c'est ce qu'on appelle la répression transnationale, c'est-à-dire que les autorités chinoises veulent que la diaspora, mais ils veulent également que les étudiants qui étudient à l'étranger se fassent les chantres des autorités chinoises, du gouvernement chinois, des préceptes du Parti communiste chinois, et ne tolèrent pas qu'il y ait des voix contradictoires, ne tolèrent pas que les étudiants participent à des manifestations. Alors, quel type de manifestation? Ce peut être les commémorations du massacre de Tiananmen de 89. On a documenté le fait d'un étudiant qui a participé à l'une de ces manifestations. Quelques heures après, sa famille en Chine était contactée par la police en lui disant: surveillez votre fils, il ne faut pas qu'il participe à des manifestations anti-chinoises. Donc il y a vraiment une persécution, une répression qui est vraiment très ferme, très étroite. Il y a des manifestations également en faveur du peuple ouïghour, qui est complètement persécuté dans le Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Et puis il y a les répressions qui sont liées à la reprise en main de Hong Kong par les autorités chinoises, avec la fameuse loi sécurité nationale qui interdit toute liberté d'expression. Donc effectivement, ces étudiants sont surveillés, harcelés. Alors, Comment Amnesty a-t-elle procédé pour mener cette enquête? Je me posais la question, combien sont-ils d'étudiants? On a une idée, un ordre d'idée en Europe, dans le monde? Les étudiants chinois à l'étranger sont au nombre de 900 000. Nous avons interrogé 32 étudiants, des étudiants qui venaient de Chine continentale, 19, 12 qui venaient de Hong Kong et un qui venait de Macao. Et 32 étudiants, ça suffit comme échantillon? Oui, pour parce que pouvoir faire un rapport? on regroupe complètement les informations. Donc on sait aujourd'hui que ces étudiants sont harcelés et persécutés aussi bien physiquement que sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des censures. Un tiers ont été censurés sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a des pressions sur les familles qui sont restées en Chine, avec des menaces de perte d'emploi pour les parents, de non-accès à des promotions, de non-accès à des allocations retraite, ou voire même des restrictions physiques. Et puis on sait également que ces étudiants en question s'autocensurent. C'est-à-dire qu'il y en a la moitié qui ont changé d'orientation au cours de leurs études, ou qui renoncent à faire une thèse parce que cette thèse porte sur les droits politiques, sur les libertés publiques, et porte sur la Chine. Donc ils préfèrent renoncer à publier cette thèse, à travailler sur cette thèse, pour ne pas être mis en insécurité ou mettre en insécurité leurs proches qui sont restés en Chine. Cette répression transnationale, c'est quelque chose de totalement illégal. Ah ben totalement. De toute façon, tout est illégal. En Chine, toutes les violations massives des droits humains en Chine sont illégales au regard du droit international. Mais cette répression transnationale est effectivement encore plus illégale. Et concrètement, ça se passe comment? Il n'y a pas un pion chinois derrière chaque étudiant chinois? Non, mais il y a deux phénomènes. Et le premier phénomène, moi je l'ai vécu, j'ai participé à un rassemblement pour les Ouïghours lors de la visite de Xi Jinping en France il y a quelques semaines. Il y avait un rassemblement organisé par les Ouïghours d'Europe, et il y avait des personnes qui venaient prendre des photos, qui venaient prendre des vidéos, qui demandaient: mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne devriez pas être ici. Donc il y a une pression physique. Il y a une pression également sur les réseaux sociaux. On en a parlé, avec des censures. Un tiers des étudiants ont dit qu'ils avaient subi des censures sur les réseaux sociaux. Et puis il y a des pressions d'autres Chinois, de la diaspora, d'autres étudiants par exemple, qui disent: tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Il y a des Donc personnes ça veut dire quoi? Il y a des étudiants chinois qui sont, je dirais, presque de mise avec la police chinoise? Voilà. Donc ces étudiants ne peuvent Et pas de avoir leur plein gré? Ah ben ça c'est de leur plein gré, ou alors ils sont diligentés par les autorités chinoises. Ça. Mais ces personnes ne peuvent pas avoir de logement, ces personnes ne peuvent pas avoir de job d'étudiant dans un restaurant chinois par exemple. Donc il y a à la fois des autorités chinoises qui envoient des agents, mais également la diaspora ou d'autres collègues qui font une pression sur eux. Et le résultat de tout ça, c'est qu'ils sont complètement isolés. Ils osent plus
appeler leurs parents parce qu'il y a la grande muraille en pare-feu numérique et ils n'osent plus parler forcément à leurs collègues étudiants, à leurs professeurs, donc ils se referment sur eux-mêmes et il y en a beaucoup qui souffrent de santé, de troubles psychiques. Et dans votre rapport, vous dites que certains sollicitent l'asile politique, en fait, au terme de leurs études. Alors après, oui. Certains sollicitent l'asile politique en Chine. Parce qu'ils n'osent pas retourner en Chine, effectivement, parce qu'ils ont peut-être participé à des manifestations, ou peut-être qu'ils ont participé à des études, peut-être qu'ils ont fait une thèse qui mettait en évidence les violations des droits en Chine, donc ils n'osent pas rentrer, et parfois ils sont condamnés. Alors ils ont des bourses pour venir travailler, beaucoup d'entre eux ont des bourses, mais les pénalités, ils sont obligés, pour obtenir ces bourses, de s'engager à revenir 3 mois après la fin de leurs études. Et s'ils ne le font pas, ils ont des pénalités qui sont excessives, qui ne peuvent pas rembourser. Donc il y a tout un phénomène, toute une pression sur ces étudiants pour qu'ils reviennent en Chine. Est-ce que Amnesty International, la autorité, je dirais, peut-elle demander aux universités justement de protéger quelque peu leurs étudiants chinois ? Oui, bien sûr. À différents titres, il faut que les universités protègent la liberté académique. Il faut que les universités qui ont des contacts, notamment des contacts financiers avec la Chine, protègent encore plus la liberté d'expression et protègent encore plus les droits humains. Et il faut que les universités prennent en compte la situation de ces étudiants. Parce qu'un certain nombre d'entre eux sont pénalisés parce qu'ils ne participent pas suffisamment en cours, parce qu'ils ne prennent pas suffisamment la parole en cours. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire, c'est parce qu'ils ont peur justement de dire les choses. Et il faut vraiment que les universités occidentales tiennent compte de ce phénomène pour protéger et mettent en place aussi des processus de signalement et d'alerte pour protéger ces étudiants. Merci beaucoup Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France. On retrouve ce rapport sur le site internet, j'imagine, de l'ONG. Merci.